Ça va bientôt faire 2 ans qu'elle a pris les rênes d'Europe Écologie Les Verts. Elle s'est engagée à fond lors des législatives pour que le nouveau Front Populaire voie le jour. Et sur son CV, il y a aussi élu d'Hénin-Beaumont, donc habitué à combattre le Rassemblement national. Marine Tondelier est l'invitée de LCP, l'indice et politique. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de l'Indice et politique. Et merci de votre invitation. Mais je vous en prie. Et je suis entouré aujourd'hui pour vous poser des questions de Thierry Fabre, nouveau venu dans cette équipe, qui est rédacteur en chef du service économie et politique de Challenge, Bonsoir. Notre nouveau partenaire. Bonsoir Clément Méric. Bonsoir Vous Francis. êtes chez vous Clément, journaliste à LCP. Et bonsoir Bérangère Bonte. Bonsoir Francis. Qu'on connaît, qui est journaliste politique à France Info, sans oublier Hugo Couturier. Hugo au perchoir. Bonsoir Hugo. Vous pouvez intervenir sur la chaîne Twitch LCP Assemblée nationale pour nous faire remonter vos points de vue, vos questions. Et vous ferez tout ce qu'il faudra pour interroger Marine Tondelier qui est en face de vous. Comme du RC Lens. Avec vous ce soir, Marine Tondelier, on va aussi parler un peu plus qu'on tard va pas être déçus de dans l'émission. Un invité nous rejoindra un peu plus tard et on parlera avec lui d'économie. Par exemple, comment financer de la transition écologique, qui doit être mis à contribution ou à l'inverse, qui doit être aidé pour faciliter cette transition écologique. L'actualité d'abord. Les agriculteurs ont ressorti les tracteurs aux 4 coins de la France à l'appel notamment de leur principal syndicat, la FNSEA, avec pour mot d'ordre empêcher la signature de l'accord commercial Mercosur entre l'Europe et plusieurs pays d'Amérique latine comme le Brésil ou l'Argentine, gros exportateurs agricoles, pendant qu'Emmanuel Macron, lui, est au Brésil, où se tient le sommet économique du G20 consacré, entre autres, à ce dossier. Marine Tondelier, est-ce que vous soutenez sans réserve ces manifestations ? Sur le Mercosur, totalement. Ces accords commerciaux de libre-échange internationaux, les écologistes, ça fait des décennies qu'ils se battent contre. Vous vous rappelez peut-être de José Bové à Seattle. Enfin, on a une position constante et cohérente sur le sujet, à tel point que ce midi, j'étais avec Didier Giraud, c'est une des figures des grandes gueules. Ça fait plus de 10 ans qu'il est sur ce plateau en train de défendre la France profonde, lui qui est éleveur depuis des années. Et il a quand même poussé la porte du local des Verts pour venir chez nous, discuter avec nous du Mercosur. Il y a un côté convergence des luttes quand même en ce moment. Je vous demandais sans réserve, parce que c'est la FNSEA là, qui est dans la rue aujourd'hui. Or, la FNSEA et vous, parfois... Je vous ai répondu que sur le Mercosur, j'avais aucun problème. Pas forcément pour le reste. Mais c'est eux qui viennent sur notre position, ça fait des décennies qu'on soutient. Et donc c'est bienvenu pour ça. Il y a des moments de l'histoire, sachez-le, où il y a des convergences des luttes. Et ce n'est pas la seule entre les écologistes et les agriculteurs. Ça fait des décennies qu'on débat, qu'on défend les terres agricoles contre l'artificialisation des sols, la bétonisation, les entrepôts logistiques. Ça fait des décennies qu'on défend de pouvoir avoir des produits locaux dans la restauration collective. C'est 3,4 milliards de repas par an, la restauration collective. Ça fait des décennies qu'on défend des revenus justes pour les agriculteurs. C'est Marie Pochon, vous le savez, élue de la Drôme, ici à l'Assemblée nationale, qui a fait adopter cette proposition de loi pour des revenus planchers pour les agriculteurs. Donc ce n'est pas la seule convergence des luttes que nous avons, non pas avec la FNSEA, mais avec la profession agricole et les paysans en particulier, parce que vous savez que dans ce monde, tout le monde ne fait pas exactement le même métier. C'est pour ça que je vous posais la question. Emmanuel Macron, en tout cas, dit qu'il est hors de question que la France signe le Mercosur en l'état. On va l'écouter. Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité. Et j'en parle à nos agriculteurs les yeux dans les yeux. Est-ce que depuis que je suis président, je n'ai pas tenu mes engagements? Jamais. Lorsqu'on a signé avec le Canada, on a obtenu des garanties. Et je vous ai dit, cet accord sera bon pour vous. 5 ans après la mise en application provisoire de l'accord avec le Canada, il est bon pour l'agriculture française, contrairement à ce que tous les mensonges qui circulent peuvent dire. C'est-à-dire qu'on exporte plus de lait, plus de fromage vers le Canada et beaucoup d'autres produits agricoles, et que ce qu'on nous décrivait comme l'invasion d'une viande qui n'avait pas les mêmes critères à l'arrivée n'est pas arrivé, parce qu'on avait mis des garanties. Et là, je vous le dis, ces garanties aujourd'hui, elles n'y sont pas sur le Mercosur. C'est pour ça que nous allons continuer de nous opposer. Marine Tondelier, quand vous entendez le président de la République qui dit « je vais m'y opposer jusqu'au bout personnellement », ça vous rassure cet engagement? J'ai pris des notes, il a dit « est-ce que depuis que je suis président, j'ai pas tenu mes engagements? Jamais ». J'adore ce que je pense qu'il veut dire l'inverse. Et il a dit « je le dis en regardant les agriculteurs dans les yeux, regardez où ils regardent ». Il ne regarde pas du tout la caméra. En tout cas, je vois quand même, j'ai toujours des petits doutes sur la sincérité et je me rends compte aussi que la France se bouge tard. Voilà. Je pense qu'ils sont bloqués. On ne pouvait pas aller se ruer sur les barrages agricoles avec ces bottes toutes neuves en frottant de la terre dessus pour faire semblant qu'on avait toujours été à leur côté, comme l'ont fait certaines formations politiques françaises, et voter l'inverse au Parlement européen. Vous parlez de qui quand vous dites ça? De à peu près tout ce qui est à la droite du PS. Et j'ai les noms. C'est-à-dire qu'ils vont sur les barrages dire ouin ouin, on est avec vous, c'est vraiment inadmissible. Donc et vous ils ne votent l'inverse au Parlement européen. croyez pas à l'engagement d'Emmanuel Macron?
Je pense que là, ils sont coincés parce qu'ils l'ont tellement dit que maintenant, ils sont obligés. Donc, c'est une bataille culturelle et pour les agriculteurs et pour les écologistes qui ont été très, très seuls à se battre au Parlement européen au début. Et chose intéressante, vous noterez, toute notre famille politique écologiste dans toute l'Europe s'opposera à ce traité du Mercosur. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces personnes de droite, d'extrême droite, du centre. J'aimerais bien voir dans leur groupe combien de personnes elles vont convaincre, parce que vous savez qu'à la fin, c'est tous les pays, c'est tous les pays qui doivent se mobiliser. Et nous, les écologistes, dans tous les pays, sont mobilisés contre ce traité international. J'aimerais savoir, dans les autres familles politiques, comment ça va se passer. Alors, à ce propos, parce que vous savez que la France ne peut pas, à elle seule, mettre son veto contre le Mercosur, il faudrait plusieurs pays. Et pour cela, ça commence peut-être à arriver. Il y a l'Italie, le gouvernement italien qui dit qu'il n'est pas question non plus de signer le Mercosur. Vous entendez bien, je dis le gouvernement italien, celui de Giorgia Meloni. Mais j'ai vu que ça bougeait aussi en Autriche, en Pologne, en Irlande. On va s'arrêter sur l'Italie. Ça tombe bien. Vous vous arrêtez sur l'Italie, je peux continuer la liste pour vous montrer qu'on n'est pas seul. Tous les soutiens sont bienvenus, quelle que soit la couleur du gouvernement. Écoutez, on est dans un traité qui est injuste, qui va sacrifier l'écologie européenne et française en particulier, parce que tous les pays d'Europe ne sont peut-être pas concernés dans la même mesure par ce traité. Les agriculteurs français seront en première ligne. Et donc, si la France seule s'oppose, ça ne sert à rien, ça ne suffira pas. Est-ce que, quelle que soit la couleur du gouvernement du pays, par exemple l'Italie, de Giorgia Meloni, ce n'est pas un problème? Non, mais moi, je ne suis pas là pour dire quel soutien j'accepte ou pas. Je ne vote même pas sur ce texte et je ne suis pas agricultrice. Je vous dis, un maximum de pays doivent s'opposer et la France ne doit pas se contenter d'aller dire, là, comme le fait Emmanuel Macron, nous on votera contre, c'est pas nous, c'est les autres. Il faut que la France prenne son bâton de pèlerin et aille convaincre ses petits camarades européens et fasse preuve de leadership. Une qualité qu'on a perdue sur la scène internationale, peut-être qu'en Europe on y arrivera encore. Allons jusqu'au bout. Si la France n'a pas assez de soutien d'autres pays européens pour pouvoir bloquer le processus du Mercosur, la France devra-t-elle aller jusqu'au bras de fer, jusqu'à une crise au sein de l'Europe? Oui. C'est-à-dire? Il serait temps. Par exemple, c'est-à-dire désobéir, quitter la PAC, ça veut dire quoi? On voit quand même la défiance des Français et des Européens dans la politique, dans le politique, on voit les fossés qui se creusent, tout ça n'a plus de sens. Et donc soit à un moment on dit stop et on dit vraiment stop, mais comment on dit stop dans ce cas-là? Toujours des bonnes raisons. Mais comment on dit stop dans ce cas-là concrètement? Écoutez, face à l'Europe? Les politiques, quand ils ont envie que ça se fasse pas, ils trouvent toujours plein d'artifices. Concrètement? À un moment, c'est une question de volonté. Il faut quitter l'Europe? Non, mais je ne vous ai pas dit de quitter l'Europe. Je vous dis, mais comment on fait? C'est pas l'Europe, on l'aime ou on la quitte. Mais comment on fait? C'est comme ça que ça se passe. Comment on fait? On peut la changer aussi. Et donc, à un moment, vous voyez bien que quand Emmanuel Macron représente une certaine idée du libéralisme, ça peut paraître incohérent. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a envie de se battre, on se bat. Et donc moi, je le regarde maintenant. Il a dit qu'il ne laisserait pas faire. Je vais regarder comment il fait. Donc, moi, je sais comment nous faisons, nous, depuis 40 ans. Donc il faut aller jusqu'à la crise avec les autres pays européens et l'Union européenne s'il le faut. La crise, c'est la fin. Il y a un espace pour discuter au milieu. Il est chef d'État. Il connaît depuis maintenant 7 ans qu'il est président quasiment tous les chefs d'État d'Europe, qu'il décroche son téléphone et qu'il fasse preuve de leadership, de persuasion, de conviction sur ses collègues. On va continuer à parler du Mercosur, le fond du dossier, Clément. J'espère, parce qu'on n'a pas encore parlé de la santé des Français qui va se retrouver à la fin en première ligne aussi. Marine Tondelier, on vous voit très remonter contre cet accord, ce possible accord du Mercosur. Est-ce que c'est un refus catégorique pour vous et votre parti, ou est-ce que ça pourrait être un oui à certaines conditions? Je pense aux clauses miroirs qui pourraient faire progresser les normes de production environnementale et sociale dans les pays du Mercosur. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais contrôler tout ça. En fait, il faut être honnête avec vos téléspectateurs. On parle là du Mercosur et de ce que ça changerait, c'est-à-dire 1 million de tonnes de maïs, 180 000 tonnes de volaille, 180 000 tonnes de sucre, 99 000 tonnes de bœuf. Je ne vais pas vous faire tous les produits, mais tout d'un coup, on va être inondé par ces produits. Mais ces produits sont déjà sur le marché européen aujourd'hui. C'est juste qu'ils n'ont pas des droits de douane ou des taxes préférentielles. Ça ne les empêche pas d'être déjà sur notre marché. Et qu'est-ce qui se passe? Premièrement, quand vous achetez aujourd'hui de la viande, du bœuf par exemple, il peut être aux hormones, y compris avec des hormones qui depuis 1988 sont interdites en Europe. Donc quand vous achetez des céréales la brésiliennes, possibilité d'interdire le bœuf aux hormones. Quand vous mangez des céréales qui viennent de ces territoires, vous savez qu'au Brésil par exemple c'est le plus gros utilisateur de pesticides au monde. Et sur les 500 pesticides qui sont utilisés au Brésil, il y en a 150 qui sont interdits en Europe. Et là il n'y a pas un levier pour faire progresser cette question-là? Aussi, il faut voter écologiste au Brésil, mais on s'en occupe grâce aux Global Greens, les verts internationaux et les verts européens. Mais le problème, c'est que vous en mangez déjà. C'est que dans vos cornflakes, vous ne savez pas dire d'où il vient le blé. Aujourd'hui, c'est transformé en France. Alors du coup, ils arrivent du bœuf d'ici, de là-bas, ils en prennent un peu de français, ils mélangent tout ça, il y a peut-être 10% de bœuf français, et ils disent à la fin, transformé en France. Je veux, dans ce pays, en tant qu'écologiste, en tant que maman, en tant que citoyenne, qu'on sache ce qu'on mange, où ça a été produit et comment. C'est aussi simple que ça, et ça dépasse la question du Mercosur. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous une posture
anti-libre-échange de base, c'est-à-dire que vous êtes contre tous les accords. Mais quand on regarde ce que disait Emmanuel Macron sur le CETA, moi, avant de venir, je lisais une évaluation d'un organisme économique qui s'appelle le CEPI, qui peut être très critique sur les accords de libre-échange, et il nous dit depuis le CETA, en fait, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu l'importation, et notamment de produits condamnables sur le plan des pesticides ou du bœuf aux hormones. Je rappelle que c'est avec le Canada. Donc, est-ce que, finalement, vous n'êtes pas... On ne pourrait pas améliorer ces accords pour justement ça se passe bien. Le CETA montre que vous aviez un peu noirci le tableau. Mais j'adore quand on commence une question en me disant est-ce que vous n'êtes pas trop ceci ou trop cela ou trop sectaire ou trop rigide. On est sur des principes. Vous n'êtes pas sans savoir que le Canada... Non mais le Canada n'est pas le Brésil, premièrement. Là, vous me citez vous l'aviez critiqué. Vous l'aviez critiqué à l'époque. Évidemment, et sûrement que toute la bataille culturelle et les critiques qu'on a émises ont fait en sorte qu'on arrive au résultat que vous pointez, parce que voyez-vous, les luttes sociales, ça se mène et ça obtient toujours des résultats. Donc ça veut dire que vous envisagez finalement que ça peut être possible. Ensuite, vous me citez un rapport. Moi, je vais vous en citer un autre, un rapport commandé par M. Castex, dont on ne peut pas dire qu'il soit un allié politique des écologistes. L'ancien Premier ministre. C'était... Quand il était Premier ministre, il avait commandé un rapport pour essayer de prédire ce qui se passerait avec cet accord s'il était mis en place. Ça veut dire, cet accord mis en place, qu'il y a 5% de déforestation en plus en 6 ans, mécaniquement. Parce que tous ces produits qui vont unir notre produit, c'est de la demande en plus, donc c'est de la production en plus. Et pour nourrir l'élevage là-bas, ils déforestent la forêt amazonienne pour faire du soja. Ce que je vais vous dire aussi, c'est pas une question... Vous dites, est-ce que vous n'êtes pas fondamentalement contre le libre-échange? Mais attendez, on parle... Moi, je ne vous parle pas, par exemple, de produits qu'on ne peut pas produire en France et dont on a besoin, de métaux rares, de panneaux photovoltaïques ou je ne sais quoi. On parle de maïs, de bœuf, de volaille. Donc pour vous, c'est une question de principe. Non mais attendez, on est en 2024. Hein. Les enfants qui naissent cette année, on ne sait pas leur promettre que la planète sera encore habitable pour leurs 30 ans. Et on va manger du maïs qui a été produit à l'autre bout du monde, qui a déforesté et qui fait en bateau tout le trajet jusqu'à là. Ça n'a aucun sens. En 2024, on ne peut plus faire ça. Il y a un autre parcours qui attend ce texte, Bérangère. À l'Assemblée nationale, cette fois, les Insoumis, mais aussi l'URN, ont demandé un débat. Le socle commun a l'air d'accord là-dessus. Vous, sur le principe, un débat avec vote, vous y êtes aussi favorable? Et même un référendum s'il le faut. Ça changerait quoi, référendum sur le Mercosur, c'est nouveau ça. Parce que sur des sujets comme ça, il faut que le peuple puisse s'en emparer. Il faut que si l'Europe et les dirigeants européens n'écoutent pas Emmanuel Macron parce qu'il a perdu du crédit, nous, Français, nous puissions lui adresser... Non mais c'est nouveau ce que vous dites là, un référendum sur le Mercosur. J'avais jamais entendu ça, c'est nouveau. Je donne plein d'idées, j'en donnerai de nouvelles tant que... Non mais en l'occurrence, le référendum, c'est une nouvelle proposition. C'est un exemple de ce que nous pouvons faire. Je pense que les Français, s'ils étaient interrogés, s'exprimeraient très 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 massivement parce qu'ils sont inquiets pour leur agriculture française et pour leur santé. Mais un référendum, comme un vote à l'Assemblée, on est à peu près certain du résultat. En tout cas, à l'Assemblée, c'est unanime. La droite, la gauche, le centre et Michel Barnier, tout le monde est contre ce Mercosur. Qu'est-ce que ça changerait fondamentalement un vote à l'Assemblée? Vous parliez du leadership affaibli de la France en Europe. Finalement, ça changerait quoi à part se faire plaisir de dire oui, on est contre? C'est pour ça que moi j'ai insisté dès le début sur une chose qui me paraît fondamentale. C'est ceux qui font les marioles là sur les plateaux télé et qui n'ont jamais défendu ça jusqu'à il y a 3 semaines parce que tout d'un coup les agriculteurs sont en colère, donc ils disent merde, électoralement ça va me coûter, pardon je suis vulgaire, et donc ils disent bon c'est bon on est contre, mais qu'ils aillent convaincre dans chacun de leurs groupes au Parlement européen, c'est ça qu'on attend d'eux, qu'ils puissent convaincre dans leur famille politique européenne. Aussi simple que ça. Hugo Couturier. C'est ça que je mets en avant comme donc ça moyen d'action qui semble efficace. Pas que de pression, de persuasion, de conviction. Si des politiques n'arrivent pas à convaincre leur propre camp, alors à quoi ils servent? Comment vous voulez qu'ils convainquent les Français s'ils ne convainquent pas déjà leur propre camp? Et dans ces cas-là, au bout du bout, ça pourrait être un référendum. On l'a entendu. Exactement. Et donc moi, je jugerai les partis politiques français sur qui, dans leur famille politique européenne, a voté ou pas. S'ils sont que 2 ou 3 Français sur tout leur groupe européen à voter contre, c'est qu'ils ne servent à rien au Parlement européen. Ils ne convainquent personne dans leur camp. Hugo Couturier. Oui, Madame Tondelier, on a une question pour vous de Maskilili qui vous demande qu'est-ce que vous proposez pour la Guyane qui ne peut pas commercer avec son voisin le Brésil. Il précise, je suis contre le Mercosur, mais acheter du café brésilien qui doit transiter par Paris, c'est pas écolo. Je suis contre en tant que Guyanais, mais il faut des solutions de repli. Eh bien, figurez-vous que je suis allée en Guyane, je suis allée en Guadeloupe et je suis allée en Martinique. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fait entorse à ma règle de ne plus prendre l'avion. Pourquoi? Parce que ce sont des citoyens français qui ne sont pas de seconde zone, mais que, vu de Guyane, vu de Martinique et vu de Guadeloupe, l'Europe, ça paraît
très très loin. D'ailleurs, l'Europe, vous savez comment ils appellent ces territoires? Ils les appellent pas les outre-mer, ils les appellent les régions ultra-périphériques. Ça dit tout, on a l'impression qu'il y a un côté loin des yeux, loin du cœur. Et quand j'étais là-bas, eux, ils disaient, mais vos règles européennes, nous, aujourd'hui, nos problèmes, c'est pas cela. Leur problème, par exemple, c'était les produits qui viennent de la Dominique, du Suriname, les règles européennes, quand elles s'appliquent là-bas, n'ont pas de sens, ne protègent rien du tout, encore moins que vu depuis la métropole. Et ça, c'est un vrai sujet. Il faut qu'il y ait des députés européens issus de ces territoires qui puissent rendre ces règles plus concrètes et informer aussi au Parlement européen de ce qui se passe quand on fait les règles sur ces territoires. Ça nous amène, parce que tout ça, c'est lié à la COP 29 qui a lieu en ce moment en Azerbaïdjan. L'avenir de l'humanité. Une de plus, alors que le climat continue de se détraquer dans le monde et plus vite encore que prévu, Bérangère. Il y a des questions qui se posent sur cette COP 29 quand même. Au bout d'une semaine de COP, manifestement les discussions piétinent. Alors j'avais pas d'infos sur ce qui se passait, mais on m'a dit que c'est parce qu'il se passait rien et que je n'avais du coup rien raté. Sauf qu'on on est déjà à mi-course et ça piétine sur globalement l'enjeu qui est l'aide des pays du Nord à ceux du Sud pour financer leur transition. La France n'y est pas. Est-ce que ça irait mieux si elle y était? Déjà, ça irait mieux si on ne faisait pas des COP dans des pays où les pays hésitent à y aller pour ne pas être suspectés d'être complices de la politique vous n'y en seriez droit pas de l'homme, allé. par exemple, d'y être. Vous, au pouvoir, vous n'y seriez pas allé? Il y a plusieurs maires écologistes qui ont décidé de boycotter, mais c'est une question difficile. C'est-à-dire que, en fait, la vraie question, c'est tant que tu n'y es pas, tu ne peux pas te battre pour mettre dans les résolutions des COP des règles sur les lieux des prochaines COP. Y compris cette bataille-là, elle doit être menée, parce que ça fait quand même 2 années où il y a un gros discrédit qui est lancé sur cette négociation du fait même du lieu où elle a lieu. Mais vous posez la bonne question, effectivement, et c'est la même c'est la 29e COP, ça fait 29 ans que c'est la même question. Est-ce qu'il vaut mieux y aller, et discuter avec les pays les plus émetteurs, ou les sortir, enfin, on les embarque dans les discussions ou pas? Et vous posez la question, mais vous n'y répondez pas. C'est quasiment nous. Est-ce que vous auriez été... Est-ce que... on a posé la question, quelle est votre réponse? En fait, c'est intéressant d'ailleurs la position de la France parce que Agnès Pannier-Runacher, elle devait y aller. Pourquoi elle n'y va pas? C'est parce que le président d'Azerbaïdjan dit un truc pas bien sur Macron. Sur la Nouvelle-Calédonie, précisément. Oui, mais vous voyez, c'est ça qui me dérange. Soit ils disent ce pays ne respecte pas les droits de l'homme, le Haut-Karabakh, les opposants politiques, lisent point par point, ils disent donc nous n'y allons pas. Là, ils disent on y va. Ah, par contre, là, il a dit un truc sur la Nouvelle-Calédonie, j'y vais pas. Est-ce que c'était le principal problème dans tout ce que dit et fait ce président? Vous dites que c'est un prétexte. J'en suis pas sûre. Vous dites que c'est un prétexte. Et autant le faire pour toute son œuvre. Mais il y a un truc, moi, je me pose vraiment la question des fois sur est-ce que ça, on me la pose en tout cas, est-ce que ça sert encore les COP ou pas? Ça sert au moins à ce qu'on en parle sur les plateaux télé du climat un petit peu pendant 15 jours. Mais par rapport à moi, ma première COP où je suis allée, la COP 15 à Copenhague en 2009, franchement, ça me rajeunit pas, mais à l'époque, on y croyait les COP. Moi, j'étais allée en voiture avec des jeunes écolos picards en disant on va les manifester, on va tout changer, on va sauver la planète. C'est vrai que c'est plus le même engouement qu'avant. Bérangère puis Thierry. On parlait du rôle de la France, mais on peut élargir au rôle de l'Europe. Quand on discute avec les négociateurs, avec les membres du GIEC, ils vous disent l'Europe apparaît presque comme un repoussoir aujourd'hui aux yeux de beaucoup de pays du Sud. Au point que certains ont d'ailleurs l'impression que de s'asservir l'Europe s'il passe aux énergies renouvelables. Comment on contre ça? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce côté repoussoir de l'Europe? Et comment vous l'expliquez? Mais moi, je peux comprendre... que certains vivent l'Europe comme un côté donneur de leçons. Par exemple, aujourd'hui, dans les COP, on débat des émissions de CO2 sur le territoire. On devrait débattre en fait des empreintes carbone des pays, parce que c'est extrêmement hypocrite de dire « Ah, nous, en France, on s'améliore. Par contre, la Chine, qu'est-ce qu'ils sont méchants ?» Mais pourquoi la Chine émet beaucoup ? C'est parce qu'ils produisent tout ce qu'on ne veut plus produire dans notre pays. C'est parce qu'ils produisent notre fast fashion, ils produisent notre acier, etc. Enfin, et donc, à un moment, si on ne veut pas être hypocrite, il faut qu'on prenne, par exemple, les émissions de la France, c'est ce qui est consommé par les Français, c'est l'empreinte carbone des Français dans leur ensemble. Ce n'est pas juste ce qui est émis sur le territoire. Ça, ce n'est pas juste. Quand on va donner des leçons de morale à des pays, alors que nous, quand on regarde ce qu'on a émis depuis la révolution industrielle jusqu'à maintenant, enfin, on s'est fait plaisir. Notre mode de développement aujourd'hui, notre niveau de vie aujourd'hui est dû à tout ce qu'on a émis depuis 1850. Donc aller dire aujourd'hui à des pays, vous par contre vous vous développez pas parce que c'est trop tard, la fête est finie, c'est compliqué de le dire comme ça. C'est compliqué aussi de leur dire débrouillez-vous avec les effets du changement climatique alors qu'ils sont en première ligne de nos erreurs, de notre passé. de Challenge. Vous l'avez dit vous-même, le principal problème aujourd'hui c'est le financement des pays du Nord vers les pays du Sud. Ça aussi ça pose problème. Alors l'Europe elle semble isolée, mais elle est aussi critiquée pour sa politique écologique au sein du continent. Oui. Est-ce que vous êtes sensible à ces critiques? Nous, par exemple, à Challenge, on a interviewé des patrons de grands groupes automobiles qui sont assez désespérés, qui critiquent la façon de passer à l'électrique, qui aura
d'après eux, des conséquences dramatiques sur l'emploi. Ils jugent ça trop dogmatique, trop rapide. Est-ce que vous êtes sensible aux critiques de l'Europe dans sa façon de mettre en œuvre ce fameux Green Deal alors, ceux qui disent que c'est trop dogmatique? Il y a plusieurs choses. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on fait de l'écologie mal, c'est-à-dire en général quand ce sont des non-écologistes qui le font sans prendre aucune conscience et aucune mesure pour que cette écologie elle soit acceptable socialement, pour que la justice environnementale aide avec la justice sociale. C'est la seule bonne manière de faire et la seule manière possible de faire. Et disent à la fin, ah bah c'est pas acceptable, c'est de la faute des écolos. Parce que nous, on n'aurait jamais fait comme ça. Ensuite, les constructeurs automobiles, je ne serais pas aussi radical que vous sur leur opposition au passage au thermique. La réalité, c'est que quand, aux dernières élections européennes, certains ont commencé à dire « Ah bah nous, si on est élus, on reviendra sur l'interdiction du thermique pour 2035 ». Il y a aussi des constructeurs qui ont dit « Bah nous, faites pas ça, nous, on est prêts ». Parce qu'en fait, les process industriels, notamment dans cette industrie, c'est quand même des industries lourdes, ils ont aussi besoin de prévisibilité. Ils ont besoin que les règles ne changent pas tout le temps. Et donc, maintenant qu'ils savent que c'est 2035, ils ont enclenché tout ça chez eux. Si tout d'un coup, on leur dit non, alors ils reculent. À un moment, alors, ils sont prêts en important parfois des moteurs chinois aussi. Hein. Comment ? Ils sont prêts, les constructeurs français, en important parfois des moteurs chinois aussi. Mais c'est toute la question, oui, du produire en France, de la souveraineté. Mais c'est un problème. Et je dois dire qu'ils ont aussi leur part de responsabilité. Moi, je viens d'une région qui était une région de l'industrie automobile. Des voitures thermiques, mais avec des moteurs chinois, c'est un problème. Oui, il faut produire en France. Oui, mais du jour au lendemain, c'est pas possible. D'ici 2035, c'est pas forcément sûr. Oui, mais vous savez, les seules batailles qu'on ne gagne pas, c'est celles qu'on tente pas. Donc à un moment, s'il faut tout le temps... En fait, ce sera toujours trop tard, mais on est en train de parler de l'habitabilité même de la planète. Enfin, moi, je veux bien que le problème, ce soit je sais pas qui, dans son entreprise, je sais pas où. Il faut faire attention à tout le monde, mais on est en train de faire en sorte que nos enfants qui naissent cette année aient plus de planète habitable pour leur 30 ans. C'est l'écologie avant l'économie. C'est la survie de l'humanité, oui, avant tout le reste, à mon avis. Mais Clément. Peut-être que c'est bête. Juste si la survie de l'humanité est vraiment en jeu comme cela, l'Europe doit accélérer sa transition écologique. Elle a décidé de taxer les importations de voitures électriques chinoises. Or, aujourd'hui, il n'y a que la Chine qui est capable de produire des voitures électriques de qualité, à des prix abordables pour à peu près tout le monde. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? Vous êtes en boucle sur l'industrie automobile, mais je peux vous en citer plein d'autres. Pourquoi on ne sait pas produire de moins en moins des panneaux solaires en Europe ? Pourquoi on ne sait pas produire des éoliennes en Europe ? Qu'est-ce qui fait qu'alors qu'on avait un tissu industriel... Il faut temporiser sur la transition vers l'électrique et laisser le temps aux constructeurs européens d'être en mesure de produire ces modèles à des prix abordables. Mais j'étais à Rouen la semaine dernière. La Chapelle d'Arblay, on produisait du papier, etc. C'est l'un des fleurons industriels. Ça fait 5 ans qu'ils se battent pour reprendre. L'État leur avait dit « Je serai toujours à vos côtés, tout ce qu'on peut faire pour vous aider, on le fera ». Aujourd'hui, ils ont encore quelques jours, quelques semaines pour pouvoir sauver la reconversion de leur site pour faire, vous savez, du papier ondulé pour les colis. Eh bien, il leur manque 30 000 € de prêts, 30 millions de prêts, même pas de dons. L'État leur répond pas. Mais en fait, moi, j'en ai marre qu'on vienne dire ah, gna, 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 la Chine, c'est de la faute des écolos. S'il n'y a plus d'industrie en France, c'est pas de la faute des écolos. Mais donc, il faut temporiser sur la transition vers l'électrique. Qui ne tiennent pas leurs promesses. Vous ne répondez pas à ma question, Marine Tondelier. Mais si, mais je veux une industrie verte en France. C'est ça que vous voulez dire, Clément ? Est-ce que 2035, c'est tenable ? Des panneaux solaires, des éoliennes, des trains, parce que je me suis aussi beaucoup battue sur le dossier de Valdune, qui faisait des roues et des essieux de train qu'on est en train de laisser crever dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, on laisse crever cette industrie, puis après, on dit ah, bah c'est de la faute des écolos, on peut plus consommer. La question de Clément, c'est fin des moteurs diesel et essence en 2035. Si c'est pas tenable, est-ce qu'on peut élargir ce délai ? Mais oui, mais que ne nous avons pas vaincus alors qu'on n'est même pas en train de mener la bataille. Bon. J'ai envie de vous dire, soyons un peu ambitieux. On parle de la survie de l'humanité. Alors, je veux bien qu'on trouve toujours des excuses, mais en fait, à un moment, on ne sera plus là pour en débattre. Hugo, les problèmes seront réglés. Hugo Couturier. Alors, il y a une question pour vous de Erol. Bonjour, aujourd'hui, avec le numérique, et on reste dans le thème, avec le numérique et demain, les besoins croissants en technologie pour les voitures électriques, l'extraction des matériaux rares va augmenter de manière exponentielle et contribuer à exploiter des populations locales, notamment en Afrique. Comment lier développement technologique d'une part avec écologie et non-exploitation des locaux d'autre part ? Et on vous pose aussi une question sur le fret ferroviaire en France qui risque de disparaître. Eh ben, c'est un exemple de choses complètement aberrantes, où aujourd'hui, les investissements n'ont pas été faits et on laisse crever cette filière qui permettait de faire cheminer par train des choses qui vont se retrouver sur des camions. Vous soutenez le mouvement de grève des cheminots de ce fait ? Aucun sens. Je les soutiens depuis la première minute. J'ai fait plusieurs mouvements avec eux et je serai toujours à leur côté. Pour la question que vous posez, je vais vous donner un exemple de choses complètement aberrantes. On a tous des téléphones portables. Les gens qui disaient Marine Tondelier, elle dit qu'elle est écolo, on a un téléphone portable. Oui, j'ai un téléphone portable. Alors, je veux bien vivre à la bougie comme une amiche et pour que tout le monde soit content, mais ça ne fera pas beaucoup avancer le débat. Le sujet, c'est quel téléphone on peut avoir aujourd'hui. Il y a une société française qui s'appelle Back Market,
qui fait, vous savez, des reconditionnements de téléphone, qui vous évite de toujours en acheter d'autres et qui permet, quand vous n'utilisez plus un téléphone, qui peut être reconditionné et servir à d'autres. C'est la base de l'économie circulaire qui permet, pour un usage idem du téléphone, d'avoir extrait moins de ressources rares. Et bien, figurez-vous qu'ils n'arrivent pas à accéder, je les ai rencontrés à France Digital, qui a eu la gentillesse de m'inviter, ils n'arrivent pas à accéder au crédit innovation de la BPI. Parce que la BPI, dans ses critères absurdes, dit ça, c'est pas de l'innovation. Alors, quelqu'un qui fabrique des téléphones, des trucs qui pillent toutes les ressources de la planète, ça c'est de l'innovation, c'est très très innovant. Une société qui rame derrière parce que plus les téléphones changent et souvent moins ils sont réparables, plus eux ils doivent carburer pour trouver des solutions pour les reconditionner et eux ils ont aucun crédit d'innovation. Donc il y a un moment aussi, il faut qu'on se pose la question de chaque euro d'argent public, où il est mis, pourquoi, qu'on arrête de subventionner sans aucun critère environnemental ou social des grands groupes et qu'on mette le paquet. Puisque vous parlez d'argent, Marine Tondelier, on va parler de budget avec vous, Thierry Fabre. Mon deuxième sujet préféré. Des économies pour les uns, des taxes sur les plus riches ou les industries les plus polluantes pour les autres. Il y a deux façons de faire face aux enjeux financiers, peut-être une de droite, une de gauche. Thierry Fabre. Alors, que pensez-vous du spectacle qui a été donné à l'Assemblée pendant ces dernières semaines? Beaucoup ont critiqué le vote de nouvelles recettes, de nouveaux impôts pour des milliards. Mais est-ce que finalement les députés ne se sont pas fait un peu plaisir puisque le budget a été rejeté? Et donc, désormais, ce sont les sénateurs qui vont l'examiner. Est-ce que vous ne considérez pas qu'on aurait pu prendre un petit peu plus de mesures pour essayer de voter des choses, mais qui étaient réalisables? Beaucoup savaient très bien qu'en votant ces amendements, ils seraient rejetés. Est-ce que vous n'avez pas un œil critique sur le spectacle donné par l'Assemblée? Moi, j'en ai marre de l'inversion de la charge de la preuve et de la charge de la responsabilité. Les députés du Nouveau Front Populaire, ils ont été exemplaires, ils ont été très investis dans ces débats. Ils étaient là en commission, ils étaient là en séance, ils ont fait des propositions, ils ont réussi à les faire adopter, souvent en allant convaincre aussi sur d'autres bancs que les leurs. Où était la Macronie? Ils étaient où? Ils étaient chaque jour un peu moins nombreux et en commission et en séance. Ils n'étaient pas là, ils ont déserté, ils n'ont même pas mené ce combat. Et c'est un grand mépris, évidemment pour l'Assemblée nationale, mais aussi pour tous les gens qui les ont fait élire. Et je rappelle qu'il y en a quelques-uns du NFP derrière qui étaient là au deuxième tour pour éviter le pire. Et donc la moindre des choses quand on est député, c'est d'être présent pour les débats. Ils n'ont pas été là du tout. Et puis tout d'un coup, ils sont venus pour s'opposer. Vous nous dites qu'on s'est fait plaisir, je ne sais pas si ça fait plaisir à des gens de passer des nuits en séance, mais on se serait fait plaisir en votant des nouvelles ressources. Mais nous, on avait les dépenses qui allaient avec. On savait le faire. Sauf que, alors je ne sais pas si c'est la Ve République, la vision de la Ve République de Macron et de son gouvernement, ou ce qui est devenu la France, mais on ne pourra jamais débattre des dépenses. Ben oui, ça c'est un problème démocratique. Parce que nous, le budget du Nouveau Front Populaire, il se tenait entre les ressources et les dépenses. Mais il n'y avait pas de majorité pour ça. Ben, c'est quand même cocasse qu'il y ait une majorité. Enfin, c'est ce qu'on a réussi à mettre de nouveau par rapport au texte du gouvernement Barnier, ce qui a été adopté à l'Assemblée, et donc ce qui fait que ce texte est devenu meilleur pour nous, on l'a pas mis de force. Ça a été adopté en séance à l'Assemblée nationale. Par l'absence des autres. Bah, ils avaient qu'à être là, excusez-moi, mais... Oui, mais quand ils sont là pour voter, il n'y a plus donc de majorité pour vous. C'est quand même un compte que ça devienne encore de notre faute quand on fait adopter des trucs, on dit oui, mais pourquoi? C'est un constat, on fait des propositions, elles sont adoptées, c'est la base de la démocratie parlementaire. On a quand même un petit problème avec la démocratie parlementaire. Et pour une européenne qui avait plus les 25 milliards de financement de l'Union européenne, vous pouvez comprendre que certains aient voulu ne pas voter pour ce budget sur les 25 milliards. Mais est-ce que c'est une raison pour qu'on n'examine pas les dépenses que les parlementaires de ce pays qui ont été élus il y a quelques mois, qui font leur premier budget dans cette nouvelle configuration, ils ne vont même pas examiner les dépenses? Mais c'est inadmissible, franchement. Qu'est-ce que vous voulez que les Français comprennent de tout ça? En parallèle de ce débat sur le budget 2025, on essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé avec le budget 2024. Oui. Vous suivez sans doute les auditions devant les sénateurs qui sont en cours. Les anciens premiers ministres sont passés. Elisabeth Borne, vendredi, ça a été peu relevé, mais a reconnu avoir été alertée sur une chute des recettes par courrier de Bercy dès la fin de 2023, le 13 décembre 2023, lettre de Bruno Le Maire qui lui demandait d'alerter le gouvernement et l'opinion publique. Alors le rapporteur du budget au Sénat dit on ne nous a pas prévenus. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous dites, avec ces éléments nouveaux, il y a eu dissimulation? Ah c'est clair. Non seulement il y a eu dissimulation, mais les personnes qui nous ont dissimulé des choses nous ont donné des leçons de morale budgétaire tout l'été. Je vous rappelle quand même que Bruno Le Maire était là, gna gna gna, le programme du NFP, ça veut rien dire, c'est pas crédible. Et celui qui nous disait qu'on n'était pas crédible, c'était celui qui avait créé 1 000 milliards de dettes en 7 ans. La dette dans ce pays est passée, sous Bruno Le Maire, de 2 000 milliards d'euros à 3 000 milliards d'euros en 7 ans. Alors certes, il y a eu de l'inflation. Vous dites qu'il y a dissimulation alors que les auditions ne sont pas terminées. Hein. Non mais écoutez, alors soit ils sont incapables,
soit ils ont caché. Vous avez le choix. Pour vous, c'est dissimulation. Pour vous, c'est incapable. Non, mais pour vous, c'est dissimulation. Je vous laisse le choix, pas de problème. Pour vous, c'est dissimulation. Les Français jugeront. Oui. C'est l'un ou l'autre. Les deux sont graves. Et surtout, on ne vient pas nous donner les leçons de morale tous les dés. La seule chose que j'accepterai de leur part, ce sont des excuses. Mais vous parliez du budget 2024, c'est intéressant, parce que nous, vous savez, en tant qu'écolo, quand on regarde toutes les bons en arrière sur le budget de l'environnement, je me demande si parfois, il ne faudrait pas mieux qu'on ait le budget 2024 sur l'environnement que le budget 2025. Sur plusieurs sujets. Justement, sur un sujet précis. Oui, on va beaucoup parler des collectivités locales cette semaine avec le Congrès des maires de France qui débute aujourd'hui. Le gouvernement demande un effort important aux collectivités locales. Ça devait être 5 milliards d'euros de baisse des dépenses à l'origine. Ce sera moins, a dit Michel Barnier, même s'il n'a pas donné de chiffres pour l'instant. Dans tous les cas, il va aussi falloir faire rentrer de l'argent dans les caisses de ces collectivités locales qui ont de très lourds déficits. Michel Barnier a proposé d'augmenter les droits de mutation immobiliers, notamment pour les départements. Est-ce que vous y êtes favorable ? Enfin, on arrive par le tout petit bout de la lorgnette sur un problème où il rattrape le rattrapage du rattrapage et puis à la fin, on va faire passer une mesure comme ça que personne n'avait vu venir et qui n'aura pas été vraiment débattue. Enfin, moi, ce que je trouve dingue, je discutais avec le président de la métropole de Lyon, c'est un écologiste. C'est le plus gros budget écologiste géré en France. C'est la deuxième collectivité en termes de budget en France. Il fait des petits calculs quand il a l'annonce de Barnier en octobre. Et dans ces petits calculs, il comprend qu'il va perdre entre 50 et 70 millions d'euros par an. Il l'apprend en novembre, le temps de faire les calculs. Quelle collectivité en France, en novembre, peut complètement chambouler ce truc pour l'année d'après? Évidemment que tout est déjà prêt. Alors vous faites quoi quand vous êtes à la tête d'une collectivité? Vous dites à Chantal, à l'accueil, que malheureusement, il ne faut pas qu'elle revienne bosser au 1er janvier? Non. Vous arrêtez la cantine des gamins ou les EHPAD? Non. Et donc du coup, c'est l'investissement. C'est l'investissement qui va complètement être reporté ou annulé, et ça sera récessif. Vous croyez que il y a un problème de recettes BTP pour ces collectivités locales? Ils ne vont pas être impactés par ça? Est-ce qu'il faut leur donner des recettes propres, spécifiques? Par exemple, certains maires réclament la mise en place d'une contribution locale au service public qui serait payée par tous les habitants de la commune. Ce serait aussi... Oui, mais vous voyez, moi, j'habite dans un territoire qui est pauvre, par exemple, et on se rend bien compte que oui, il faut de l'autonomie fiscale pour les collectivités, ça c'est sûr. Mais reporter tout sur les collectivités, et pour les recettes et pour les dépenses, ce n'est pas la solution. Il faut que l'État tienne ses promesses envers les collectivités. Je vous rappelle que si les collectivités ont été amenées à dépenser plus, c'est que l'État se défausse beaucoup pour elles. Je vous donne un exemple sur l'écologie, les pistes cyclables. Elisabeth Borne, en 2023, elle dit « je vais faire un grand plan piste cyclable, ça va être super, génial ». Bon. Et puis elle dit « c'est un plan 2023-2027, il y aura chaque année un peu plus ». Ah bon, ça a l'air super. Il y a 400 dossiers qui ont été déposés en 2024. Savez-vous combien d'euros il y avait sur cette ligne? 0 euros. 0 euros. Ils font une ligne, ils créent un nouveau plan, ils mettent 0 euros. Alors ils disaient aux gens, non mais vous inquiétez pas, on verra l'année prochaine. 2025, 0 euros. Et ça n'est plus Elisabeth Borne. Qui ont fait des projets, les équipes ont bossé, les élus ont voté. Ils attendent et il y a 0. Sur le fonds vert, moins 60% sur l'adaptation des territoires au changement climatique. En 2025, c'est une plaisanterie. Est-ce que vous admettez tout de même qu'il y a une dérive financière des collectivités locales? Il y a un dernier rapport de la Cour des comptes, extrêmement précis, qui dit que justement, qui regarde la hausse des effectifs, et qui regarde le temps de travail des agents de collectivités locales qui est souvent en dessous de la durée légale. Et donc, il y a plusieurs milliards d'euros en jeu qui sont liés à cette dérive des dépenses. Est-ce que vous l'admettez qu'il y a un problème de ce côté-là tout de même? Et on peut toujours mieux gérer, toujours. Mais expliquer que le grand problème de la France, c'est qu'il y a des fonctionnaires qui foutent rien, ça n'a jamais fait avancer les choses. Et d'ailleurs, ça donne une image de cette profession et de cette mission de service public qui n'aide pas les gens à se sentir mieux dans leur travail. Donc moi, je veux dire qu'on aime la fonction publique. Les collectivités locales, elles sont en première ligne pour aider les Français là où l'État se retire. Moi, j'étais à Najac, en Aveyron, ce week-end. Vous savez que les gens à Najac, ils ont accès au service public une demi-journée par semaine parce qu'il y a un camping-car qui vient leur proposer l'accès au service. Mais c'est une plaisanterie. C'est comme ça sur la moitié du territoire. Donc évidemment que les gens, ça les énerve. Sur le budget. On s'interrogeait tout à l'heure sur à quoi servent finalement tous ces débats à l'Assemblée, au Sénat, puisqu'au final, ça va se terminer avec un 49-3. Vous êtes d'accord sur la probabilité? Il y a l'air de plus trop avoir de suspense, effectivement. Ça veut dire donc une motion de censure dans la foulée que vous voterez? Moi, je ne suis pas parlementaire. Non, mais que vos troupes, que mon groupe, vous m'avez comprise, que vos troupes voteront et que vous appelez à voter. Moi, je suis très respectueuse de chacun. Donc moi, je suis le parti. Cyrielle Châtelain et tous les députés prendront leurs décisions. J'ai un avis, je viens de vous le donner. Je pense que c'est incompréhensible qu'on ne vote pas de motion de censure. Alors, nous déposerons la nôtre et nous la voterons. À ce propos, hier, sur France 3, Jean-Luc Mélenchon a dit que la date de péremption du gouvernement Barnier était déjà connue. Monsieur Barnier, son gouvernement va tomber entre le 15 et le 21 décembre de cette année. Et donc, après, il faudra à nouveau choisir un Premier ministre. Marie Tondelier, vous êtes d'accord?
fin décembre, il n'y a plus de gouvernement? Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté la politique fiction, parce qu'en fait, on arrive à un moment où sinon on est tout le temps en train d'essayer de prévoir, de prédire, de se faire des plans sur la comète, d'imaginer des scénarios. Pour vous, il n'y a pas de calendrier, ça peut arriver à tout moment. Dont je suis sûre, c'est que tout est possible. Depuis le 9 juin, tout le monde le sait, tout est possible, tout le temps, les plus grands coups de théâtre, et donc j'ai une règle dans la vie, je suis prête à tout le temps. Et une autre question, si Michel Barnier quittait Matignon, parce qu'il est mis en minorité, est-ce que Lucie Castet est toujours votre candidate pour Matignon? Alors vous savez que les chefs de parti du Nouveau Front Populaire se voient une fois par semaine avec Lucie Castet, que c'est des sujets évidemment que nous évoquons. Et si nous avions passé autant de temps à trouver son nom, à trouver la bonne personne, c'est que nous estimons que c'est elle la meilleure personne. Après vous dire que si c'est pas elle, on boude à vie et qu'on participera pas au débat, c'est faux. Et Lucie en convient elle-même. Elle n'a pas envie d'être un obstacle. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Comment? Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Oui, mais il faut nous faire des propositions un peu plus crédibles que Bernard Cazeneuve pour représenter la gauche. Oui. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre que Lucie Castet. Les propositions alternatives de Macron étaient en fait des provocations. Et ça, c'était pas très correct. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre que Lucie Castet. Oui, quelqu'un qui respecte nos valeurs et qui soit prêt à mettre en place un projet progressiste pour ce pays. Parce qu'attendez, moi, il y a un truc qui m'a traumatisé avec M. Barnier. Outre qu'il ne provoque aucun élan, aucun souffle, aucune joie, aucune vibration, aucune émotion chez personne. Il n'y a personne qui a écouté le discours de Barnier qui s'est dit « chouette, ma vie va changer, ça va être mieux ». Personne dans ce pays. Les gens sont un peu rassurés, mais c'est tout. Ça ne suffit pas pour faire de la politique. Donc nous, on veut que ça change. Et surtout, quand j'ai entendu que sur les écoles, sur nos enfants, l'éducation, ils n'avaient rien à dire, rien, c'était vide, aucune vision, aucune imagination. Mais par contre, que ses yeux brillaient et que les propositions devenaient très concrètes quand il parlait des prisons, je me suis dit, est-ce que c'est dans ce pays qu'on a envie de faire grandir nos enfants, un pays qui a plus de vision pour les prisons, pour l'éducation? Là, franchement, je vous avoue que j'avais du mal. Hugo. Oui, il faut changer de gouvernement si c'est ça la question. Oui, il y a une question pour vous de Tranche. On est à la veille de l'ouverture du Congrès des maires de France qui vous demande, beaucoup d'élus locaux se plaignent de leurs conditions de travail bien au-delà de leur budget de la commune ou de leur collectivité. Comment vous proposez de lutter contre le mal-être de ces élus? C'est une vraie inquiétude et j'en parlais avec le maire de Najac qui n'est pas écologiste, qui est centriste, et je lui disais mais vous allez vous représenter? Il me disait non, mais lui il avait quelqu'un. Et j'ai très très peur du fait que dans plein d'endroits en France, il n'y ait pas de liste au municipal. C'est très probable. Ou qu'alors, par une sélection naturelle, ce soit des gens pas forcément avec les épaules pour qui arrivent et que ça ne se passe pas très bien. On va en parler justement. Marine Tondelier, des élections municipales. À vous la parole. Clément Méric, sur les municipales par exemple, pour commencer. Sur les municipales ou peut-être sur l'actualité judiciaire qui vient peut-être percuter aussi l'actualité politique. On évoquait le risque de censure du gouvernement. Jusqu'à présent, le Rassemblement national ne semblait pas vouloir faire tomber tout de suite le gouvernement de Michel Barnier, sauf que le ton semble avoir changé depuis quelques jours. On a vu ce matin Sébastien Chenu estimer que Michel Barnier créait, je cite, toutes les conditions de la censure du gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment que le réquisitoire qui a été prononcé dans le procès de Marine Le Pen n'est pas en train de changer la donne et d'accélérer peut-être le calendrier politique de Marine Le Pen et du Rassemblement national? Oui, parce qu'on sait que ce sont des populistes et des démagogues qui prennent un peu leurs décisions en fonction de leur situation personnelle. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé cet été, il faut le dire à tous les gens qui nous regardent, qui ont voté ou eu envie de voter pour le Rassemblement national, qui peut-être vont mal dans leur vie personnelle, dans leur vie sociale et qui ont l'impression qu'avec elle, ça irait mieux. Eh bien, quand elle a eu le choix entre des gens qui auraient pu mettre le SMIC à 1 600 € par mois, l'abrogation de la réforme des retraites tout de suite, par décret, l'école intégralement gratuite pour vos enfants, elle a préféré un Premier ministre, M. Barnier, au service des puissants qui fera du macronisme empire. Pourquoi ? Parce que plus la situation sociale se détériore, plus la pente sociale est raide, plus les gens se dégoûtent, dévissent socialement et ont envie de voter pour Marine Le Pen. Donc pour des raisons opportunistes et personnelles, elle a préféré prendre une décision qui fasse plus de mal à ses électeurs qu'une autre. C'est ce qu'elle va faire là. Elle prend ses décisions en fonction d'une seule personne, elle-même. J'aimerais vous entendre dans cette affaire sur le réquisitoire justement du parquet. 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Je vous rappelle, c'est une affaire d'assistant parlementaire européen. D'emploi fictif. Jean-Luc Mélenchon s'oppose à l'exécution provisoire. Il demande qu'on n'applique jamais, je cite, une peine d'inéligibilité sans que toutes les voies de recours soient épuisées. En l'occurrence, un possible appel de Marine Le Pen si elle était condamnée. Vous êtes d'accord avec lui? Alors écoutez, moi j'ai une règle dans la vie, c'est une nouvelle règle, je l'inaugure ce soir, vous pourrez le dire à vos collègues. Je ne réponds plus qu'à une question par émission sur Jean-Luc Mélenchon, parce que j'en ai marre de commenter Jean-Luc Mélenchon toute la journée. Et c'est intéressant, on a un truc sur Marine Le Pen, le sujet devient Jean-Luc Mélenchon. Là, la question, elle n'est pas directement liée à Jean-Luc Mélenchon, c'est une question de principe. Excusez-moi, c'est une question de principe politique. Attendez, on a un parti. Gérald Darmanin dit la même chose. Beaucoup d'hommes politiques ont dit la même chose. Thierry, vous avez raison. Si c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Gérald Darmanin. La question qui est posée, c'est respecter une décision de justice. Je suis une femme politique. Mon sujet n'est pas de commenter des mecs toute la journée. J'en ai marre. Non, mais excusez-moi. Donc je vais commenter Marine Le Pen. Très bien. Marine Le Pen, elle passe son temps à dire que la justice est laxiste. Ah, les juges sont trop laxistes, les juges sont trop laxistes. Mais alors quand c'est elle,
Ils sont trop durs, comme par Marie hasard. Tondelier, on va juste redire, est-ce que vous pensez qu'une peine d'inéligibilité ne doit pas être appliquée tout le temps qu'il n'y a pas toutes les voies de recours? Marine Le Pen, elle était députée quand cette disposition a été votée, elle n'a pas voté contre. Donc ça doit s'appliquer à elle. Eh bien, excusez-moi, c'est une justiciable, comme les autres. Je ne vois pas pourquoi, quand c'est tous les justiciables de France, ça doit s'appliquer, la loi doit s'appliquer, et quand c'est Madame Le Pen, parce qu'elle serait candidate à la présidentielle, on doit faire d'autres lois ou d'autres règles que le droit commun. C'est une justiciable comme les autres. C'est la base de la justice. Donc, la base de la si justice. inéligibilité. La loi s'applique et les décisions de justice s'appliquent à elle comme aux autres. Excusez-moi, ça me paraît assez logique. Et donc, pardon de revenir à Jean-Luc Mélenchon, mais ça concerne aussi Gérald Darmanin et un certain nombre d'élus. Ma réponse est claire. Un certain nombre d'élus. Est-ce que le vrai scandale démocratique, c'est pas d'entendre des politiques comme ça commenter et faire d'une certaine façon évidemment. Donc, parce que Jean-Luc Mélenchon est dans ce cas-là. J'ai le regret de vous annoncer que la justice est indépendante dans ce pays, et donc ceux à qui ça plaît pas, ils font autre chose. Donc Jean-Luc Mélenchon ne devrait pas dire ça. La justice, elle prend... Imaginez si les juges étaient là, j'ai entendu ça, j'ai vu sur BFM, j'ai vu sur LCP, du coup je change d'avis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La justice n'a pas à se prononcer sous pression de tweets de je sais pas qui. Moi je suis pas là, je l'aime pas, c'est ma députée, j'ai très envie de partir en législative partielle, condamnez-la. Je dis, faites votre travail, prononcez la justice et prononcez la peine qui vous paraît juste, point. Et vous, politique, cessez de commenter les décisions ou les réquisitoires ou d'essayer d'influer sur le cours. Moi, je commente les faits politiques et quand j'entends une présidente du Rassemblement national dont j'entends parler de justice laxiste tout le temps et des multirécidivistes et ce qu'ils ont fait est grave. Enfin, Julien Audoul... Pas jugé encore, hein. Non, mais oui, mais j'ai entendu comment il se défendait, c'est-à-dire très mal. J'avais quand même peu de doutes. Julien Audoul, il est député européen. Il est maintenant il est député aujourd'hui, mais avant, il était assistant parlementaire européen. Au bout de 4 mois, il fait un mail en disant « Chère Marine Le Pen, est-ce que je pourrais venir un jour au Parlement européen pour voir à quoi ça ressemble ? Est-ce que tu pourrais me présenter l'élu pour laquelle je suis censée travailler ?» Il écrit ça dans des mails. Enfin, excusez-moi, on est chez les dingues. Tout ça avec de l'argent public. On parlait de l'argent qui est plus rare. Votre question, monsieur, elle ciblait la petite fonction territoriale avec des gens en catégorie B, en catégorie C. C'est l'ensemble des agents territoriaux. Oui, mais ce dont vous parliez, et c'est la Cour des comptes qui décide, c'est pas moi. La grande majorité, ils touchent beaucoup moins que les gens qui étaient en emploi fictif au Parlement européen. Bien. Et donc, je note qu'on n'est pas choquable par les mêmes trucs. C'est un scandale d'État. Ce parti a organisé un détournement d'argent public. Oui, simplement, il y avait l'argument des politiques que l'on citait tout à l'heure, c'est le fait de ne pas priver les électeurs et donc de ne pas aller finalement plus loin que dans d'autres circonstances. Ils doivent se sentir concernés. Vous savez, l'application d'une décision immédiate, c'est un fait un peu exceptionnel. C'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et ils l'ont votée. Moi, je n'y étais pas. Donc, c'est à eux qu'il faut poser la question. Ils l'ont votée. Point. Alors, on va parler des écologistes, un petit mot, Bérangère, sur le congrès qui approche. Congrès qui a lieu au mois d'avril, ou au printemps en tout cas. Avril 2025. Voilà, je ne sais pas si la date est fixée. Ce sera une sorte de bilan pour vous, d'une certaine façon. 2 ans. J'espère que ce ne sera pas que ça quand même. Le but d'un congrès, c'est de se projeter. Et si on regarde la photographie de cet instant, ça fait des décennies que vous essayez d'alerter sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, les faits sont là, avec des inondations, avec des sécheresses, avec même des migrations de population. Vous devriez être plébiscité dans les urnes. Au lieu de ça, vous faites 5,5% aux européennes. Parce que le sujet est au cœur du... Mais ça ne suffit pas leur... Est-ce que les Verts... Vous suivez suffisamment la politique pour savoir que ça ne suffit pas. Attendez, c'est quand même incroyable. Ça fait des décennies que le sujet soit central. Je vous réponds. Les gens ne votent pas. Ça fait des décennies qu'on alerte sur ce sujet. René Dumont, notre premier candidat à la présidentielle, c'était il y a pile 50 ans. Alors, il a tendu son verre d'eau en disant que bientôt, elle viendrait à manquer, que ce serait un problème. Tout le monde a rigolé en disant merci René Dumont, elle est la prochaine. Tout ce que les écologistes ont dit, c'est produit. Et puis une fois que ça se produit, alors qu'on était sous la... Attendez, parce qu'il reste... J'ai compris, on est nuls, je sais ce que vous voulez démontrer. J'ai compris où vous voulez en venir. C'est une constante de tous les journalistes politiques français, et depuis des décennies, on a l'habitude. Mais une fois que ça se produit, on dit « Ah bah alors, qu'est-ce que vous faites maintenant, les gars, c'est de votre faute encore ». Et vous ne gagnez pas alors que c'est la merde. Enfin, excusez-moi, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, la vie politique. Est-ce que vous ne voyez pas que beaucoup de puissances s'organisent aussi pour répondre des préjugés sur nous, tout le temps? Que les écologistes, c'est pour les grandes villes et pour les bobos et pour les gens qui vont bien. Que les écologistes, c'est punitif. Des choses qui n'ont pas de sens. Pas de sens. Mais par exemple, quand vous voyez en Allemagne les écologistes se dire prêts attendez, vous ne me laissez pas terminer. Avec la droite. On nous répète ça tout le temps. Moi, je me demande tout le temps, ceux qui veulent que vous pensiez ça, pourquoi et pourquoi faire? L'écologie, c'est pas un truc de riche. L'écologie, c'est les principaux bénéficiaires de l'écologie, c'est les plus précaires. Les principaux émetteurs de pollution, c'est les plus riches. Je vois
toutes les semaines, des médias détenus par des milliardaires raconter n'importe quoi sur nous. C'est la vie, je fais avec. Mais me dites pas en plus, Mme Tondelier, vous êtes nus, c'est votre faute. Donc il n'y a pas d'autocritique de votre part au bout de 2 ans. Mais bien sûr que si, je suis la première à dire quand on ne fait pas bien. Quand je suis arrivée à la tête de ce parti, on a mis en place les États généraux de l'écologie. Pendant 150 jours, on s'est tu et on a écouté. On allait débattre avec tout le monde sur ce qu'on faisait pas bien, pas assez bien, qu'on pouvait faire mieux. On est en train de changer. On a changé de nom, de logo, de statut. Est-ce que ça suffit? Non. Mais cet été, on a changé d'image aussi. Et c'est pas juste cet été. C'est tout ce qu'on a fait avant. Le travail de ce mandat a été hyper important. Est-ce qu'il ne faut pas changer ce que disaient mes collègues de ligne politique? Nous n'avons jamais eu autant d'adhérents dans notre parti qu'aujourd'hui. Nous étions à 15 000 adhérents au pic en 2009, nous sommes aujourd'hui à 18 000. Nous avons 200 000 soutiens. Ce statut n'existait pas au début de mon mandat. Est-ce que l'alliance avec LFI ne vous a pas été préjudiciable? On doit être 1 million pour y arriver. 1 million. On n'y est pas encore, c'est mon travail. Et mon travail est donc de parler d'écologie et plus de Jean-Luc Mélenchon ou de je ne sais quoi. Alors c'est dit. Concentré et on a beaucoup de choses à faire. Et on va parler d'économie et des choix de société qui en découlent avec l'invité qui va nous rejoindre et que Marco Pommier nous présente. Face à vous, Marine Tondelier, un libéral et fier de l'être. Économiste, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, spécialiste des politiques de l'emploi et du dialogue social. Les sujets du travail, du chômage sont au cœur de ses ouvrages, de ses réflexions. Ce soir, il vous interpelle sur un autre sujet, ô combien sensible, les retraites. Auteur d'une note publiée par Fondapol sur la retraite par capitalisation. Avec ce message, le débat ne doit pas seulement se focaliser sur l'âge de départ dans une société vieillissante. Avec la retraite par capitalisation, la France pourrait, en échange d'un effort collectif, retrouver confiance dans son avenir. Notre invité propose un système mixte où les travailleurs cotisent pour les retraités, mais aussi pour eux-mêmes, pour leur propre retraite. De quoi dégager des marges de manœuvre pour baisser les impôts des entreprises et des ménages. La question des retraites ne peut pas être isolée de l'ensemble de la question des finances publiques parce que les finances des comptes sociaux et les finances de l'État, le budget de l'État sont complètement mêlés en fait. Des finances publiques plus que jamais dans le rouge, une charge pour nos enfants et les plus jeunes générations et une menace aussi importante que le dérèglement climatique, point d'interrogation. Face à vous, Marine Tondelier, Bertrand Martineau. Et nous accueillons donc Bertrand Martineau sur le plateau de Lundi, c'est politique. Je vous laisse saluer Marine Tondelier au passage. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et je vous laisse vous installer. Alors vous savez, Marine Tondelier, vous allez débattre avec Bertrand Martineau pendant quelques minutes, un peu moins de 10 minutes. Deux mondes, hein. Deux versions du monde, deux conceptions du monde et de la société, j'allais dire, Bertrand Martineau. On vit quand même sur la même planète. Oui, voilà, mais en dehors de ça, il peut y avoir plein de différences. Il peut y avoir... Allez-y, je vous laisse débattre avec Marine. Oui, merci de m'avoir invité. En fait, il n'y a pas de raison, a priori, que sur ce sujet, on soit en désaccord. Alors j'ai écrit ce petit essai, en fait, sous le haut patronage de Jean Jaurès, puisque Jean Jaurès, qui n'était pas économiste de formation, mais qui était philosophe, mais qui comprenait parfaitement les enjeux économiques et financiers de son temps, était un fervent défenseur de la capitalisation au moment où a été créée une tentative de premier système de capitalisation au début du XXe siècle. Donc l'idée, en fait, c'est pas une idée libérale ou marxiste ou quoi que ce soit, c'est juste un problème financier, en fait. C'est de savoir comment on fait face collectivement et au bénéfice, si possible, des jeunes générations, au mur de dépenses qu'on va avoir dans les prochaines années. Alors, il y a la question des retraites, évidemment, mais il y a la question, évidemment, de la décarbonation de notre économie. Là, on parle de plusieurs points de PIB de dépenses publiques et privées. La question de la santé et de la dépendance. C'est encore quelques points de PIB à l'horizon de quelques décennies. C'est la question des dépenses militaires, puisque l'Europe, si je comprends bien, je ne suis pas géopoliticien, mais j'ai cru comprendre qu'on ne pourrait plus longtemps compter sur les États-Unis. Puis l'investissement des entreprises dans les nouvelles technologies par lesquelles on a un retard technologique qui s'aggrave vis-à-vis des leaders mondiaux, en particulier les États-Unis. Donc il va bien falloir régler ces problèmes. Et donc il faut discuter de comment on s'organise. Il se trouve que le système de retraite par répartition aujourd'hui n'est pas favorable à un bon financement de l'économie et d'un point de vue de la solidarité entre générations, enfin de l'équité entre générations, c'est assez catastrophique puisque donc, de génération en génération, donc le rendement c'est quoi la diminue. problématique pour Marine Tondelier? Oui, bien sûr, mais moi aussi le rendement diminue. Bon, il faut que vous puissiez parler. Non, mais concrètement, ça veut dire que les générations actuelles ont cotisé à un taux de 2,5% réel par an et que les générations auxquelles vous appartenez, ou moi aussi, je suis un peu plus vieux. Moi, je ne sais pas si on arrivera un jour
à l'âge de la retraite, nous, vous savez. Il y aura peut-être la fin du monde avant. En plus, notre âge de retraite recule d'année en année. Je fais l'hypothèse que dans... Je ne me projette pas trop sur la retraite. Je fais l'hypothèse que dans 50 ans, il y aura encore un monde, il y aura des anciens travailleurs, il y aura des nouveaux travailleurs, que le monde sera très différent, mais qu'il y aura quand même du travail, il y aura des anciens travailleurs, de nouveaux travailleurs. Et donc, à votre génération comme à la mienne... C'est une hypothèse de travail. Voilà. Dans le système actuel, on cotise pour un rendement compris entre 0 et 0,5% par an, ce qui quand même pose une petite difficulté. Donc, ce que je propose, c'est à l'intérieur du système tel qu'il est aujourd'hui. Après, on peut discuter des curseurs, mais c'est un autre sujet. Donc, je ne rouvre pas. Et vous me dites quand vous arrêtez pour laisser parler Marie Tondelier. Je n'ouvre pas la question de la durée des retraites, de la durée de cotisation, de l'âge légal. Ça, c'est un sujet qui se pose, mais qui est différent de celui-là. Je propose donc de créer un fonds de capitalisation par lequel les actifs d'aujourd'hui vont épargner, en fait, pour qu'une partie de leur retraite future soit donc une partie par répartition comme aujourd'hui, mais une partie à horizon... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Marie Tondelier? Je sais que dans votre livre, vous prévalez du système suédois un petit peu. Oui. Et c'est vrai que dans ce système suédois, donc, il y avait une retraite de base universelle qui était gérée par l'État, et puis il y avait un complément de capitalisation donc, qui s'ajoutait à cette retraite de base et qui était géré par les partenaires sociaux et attaché à chaque branche professionnelle. Mon souci, c'est qu'on a un peu de recul aujourd'hui sur ce système et que l'ex-directeur de la sécurité sociale suédoise, lui-même, celui qui a porté la réforme pendant 20 ans, il assure aujourd'hui que le nouveau système pose problème et il conseille, j'ai vu ça sur une chaîne concurrente, il conseille de ne pas suivre le même chemin. C'est ça qui m'a interrogée et je me demandais du coup si vous aviez entendu la même chose que moi de sa part et si vous aviez des réponses là-dessus. J'ai entendu la même réponse. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a l'exemple suédois. Il y a un exemple français qui est très intéressant, c'est celui des fonctionnaires. Puisque vous savez certainement que les fonctionnaires... L'exemple. Les fonctionnaires ont une... Ah, mais ne le relancez pas non plus, parce que là, je ne maîtrise plus rien. C'est connu. Trollé aussi de temps en temps. Par monopole. Géré par les... Vous allez avoir en stéréo. Voilà, géré par les partenaires sociaux donc, depuis 2004, qui rapportent, bon an, mal an, environ 4% réel, hors inflation par an. Voilà. Donc, le système suédois, en fait, il y a plusieurs piliers, il est compliqué, donc je ne sais pas exactement de quel pilier vous parlez, mais il n'y a pas de magie dans cette histoire. Mais ce que je propose, c'est un système mixte. C'est vrai qu'il n'y a pas de magie, parce qu'aujourd'hui, en Suède, vous savez que comme il y a eu des rendements médiocres de certains fonds de pension, parce qu'il faut dire, quand c'est par capitalisation, c'est de l'argent qui est placé sur des fonds de pension, etc. Et donc, il y a eu un rendement médiocre de ces fonds de pension, et donc, il y a eu une paupérisation d'une grande partie des retraités suédois, en particulier les femmes seules, aussi parce que face à l'inflation, tout ça était devenu très compliqué. Donc c'est pour ça que la limite de ce que vous proposez est là où ça a déjà été testé et là où avec 20 ans de recul, on se dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Vous avez le système norvégien avec un fonds souverain qui est extrêmement intéressant. Alors les Norvégiens, c'est plus facile parce qu'ils recyclent des excédents liés à l'exploitation gazière, des hydrocarbures. Ça va vraiment me convaincre. Oui, là, c'est pas évidemment. Et sur la transition écologique, justement, comment on finance la transition écologique? Mais en effet, c'est un problème de gestion financière. Il faut une diversification, évidemment. Par ailleurs, je propose évidemment pas un système par capitalisation unique. Je propose de répartir les risques entre répartition et capitalisation. Et donc, dans cette gestion financière, il suffit d'être prudent financièrement et de régler tous les problèmes d'équité que vous pouvez avoir. On va être sérieux, en 2024, le monde est devenu imprévisible. Environnementalement et donc financièrement. Celles et ceux qui peuvent vous dire aujourd'hui que tout va bien se passer sur le plan financier et sur tous les plans, c'est impossible. Non, mais c'est pas ce que je dis. Mais la retraite par répartition, elle est liée. Il y a des grandes secousses quand même qui vont arriver sur le plan de la guerre, de la géopolitique, sur le plan du climat et donc sur le plan des tensions sociales et donc sur le plan financier. On le sait. La retraite par répartition, les risques ne sont pas les mêmes. Sur la capitalisation, le risque, il est sur le rendement. C'est ce que vous voulez, le rendement du capital. Sur la répartition, vous avez essentiellement, je simplifie, deux risques. Celui sur la croissance, et je ne mettrai pas ma main à couper que la croissance sera mirifique dans les 50 prochaines années. Puis, excusez du peu, il y a le risque démographique. Alors celui-là, ce n'est pas un risque, c'est une certitude. Donc, ces deux facteurs de risque diminuent tendanciellement le rendement par la répartition et fait peser des charges de plus en plus importantes sur toutes les générations d'actifs au fur et à mesure. Oui, mais je pense que si on dit aujourd'hui aux Français, est-ce que vous avez confiance dans le marché pour vous assurer une retraite et dans les fonds de pension et dans le système financier pour vous procurer une retraite dans 10, 20, 30 ans, moi, c'est pas là que si vous leur... Dernier mot. Très bien. Dernier mot. Posez-leur aussi une autre question. Est-ce que vous avez confiance dans les promesses d'un gouvernement aujourd'hui qui va tenir dans 40 ans? Non. Voilà. Donc faisons un mix des deux et vous diversifiez les risques politiques et les risques financiers. La confiance est une valeur terminée. Vous avez bien conclu, Bertrand Martineau. Merci beaucoup. Vous voyez que c'était agréable comme débat. Mais je ne dis pas que ce n'est pas agréable, je dis que c'est intéressant. Mais voilà, c'était juste le temps de se mettre dans le tempo. Et Hugo Couturier, vous aviez une question.
Oui, effectivement, il y a un sondage, je pense que vous l'avez vu, qui vient de sortir il y a un peu moins d'une heure, qui dit que vous êtes la personnalité préférée des Français de gauche, devant Lucie Castet, François Ruffin et Olivier Faure. Vous voyez que les gens ne détestent pas les écologistes. Mais qui a dit ça? Je sais pas, vous aviez l'air à un moment de dire qu'on était nuls, tout ça. Quelle réaction, du coup, vous êtes, et certains demandent même dans le chat, pourquoi vous ne vous présentez pas potentiellement en 2027 ? Oula, je pense qu'on ne résout aucun problème en ajoutant aux prétendants des prétendants supplémentaires, mais ça m'honore parce que je pense que je me suis donnée pendant le mois de juillet. J'ai eu l'impression parfois de ne pas parler la même langue que tout le monde, et donc je découvre ce sondage avec vous, j'irai le regarder de plus près. Cette confiance m'honore et ça m'engage à continuer. Je le dis aussi parce que c'est assez nouveau pour moi depuis juillet, je suis arrêtée dans le métro, dans la rue, partout. Par que des gens sympas, donc continuez. Et les gens qui ne sont pas sympas, ne m'arrêtez pas. Mais ça donne aussi beaucoup d'énergie. C'est pour ces personnes qu'on se bat et qu'on continuera à le faire. Et on ne se bat pas que pour les gens de gauche. Notre programme, il va améliorer la vie de tous les Français. Donc ceux qui ne nous aiment pas, je les aime quand même. Bérangère Bonte, rapidement, très court. Marine Tondelier, est-ce que vous pourriez quitter le réseau social Twitter, le réseau d'Elon Musk? Il y a une hémorragie en ce moment de journaux, d'un certain nombre de responsables politiques. Je dois dire que ce réseau social est une souffrance en tant que politique, en tant que femme. Parce que c'est très violent tout le temps, que j'ai l'impression que c'est devenu un catalyseur de haine et que toute personne qui a envie de faire ou de dire un truc désagréable se dit tiens, je vais aller sur Twitter, c'est open bar, et ça permet d'abîmer un peu, de casser les gens. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout le système politico-médiatique est organisé autour de Twitter. Si aujourd'hui je veux faire... Non mais regardez les articles dans vos différents médias, je passe... Donc pour l'instant, vous coupez pas Twitter. Si on veut réagir à quelque chose, vous dites Marine Tondelier a dit ça sur X, ça sur X, si on envoie des communiqués de presse à l'ancienne, ça ne marchera pas. Donc vous ne coupez pas Moi, X. je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, je suis sur Instagram où les commentaires sont beaucoup plus Mais aussi sympas. sur X. Et aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'être sur X pour faire mon travail. Si on décide toutes et tous qu'on fait autre chose, ce sera avec grand plaisir et ce sera une bouffée d'oxygène pour tout le monde, je pense. Mais Twitter, il faut le réguler ou interdire, en fait. Sinon, c'est trop facile. C'est ceux qui y restent, qui en bénéficient. Clément Méric, pour la dernière minute. Il faut soit le réguler, soit le fermer. Voilà. Vous faites partie des quelques responsables politiques qui osent manier l'humour en politique. Comment est-ce que vous concevez ça, l'humour en politique ? Comme un outil de résistance et de résilience, parce que j'ai vécu tellement de choses dures en politique. Je vous rappelle que ça fait 10 ans que je suis la seule élue écologiste dans l'opposition au Rassemblement national à Hénin Beaumont, et en fait dans toute mon agglo, que ça a été une épreuve, un apprentissage de la vie extrêmement violent. J'ai appris la politique dans l'adversité, et qu'il y a un moment, la seule arme que j'ai trouvée, la plus puissante en tout cas, c'était l'humour. C'est celle qui déstabilise le plus mes adversaires. Et surtout, ça permet de rester soi-même. Ça permet de rester enthousiaste, heureux, positif. Parce que vous voyez, moi, à un moment, au conseil municipal, je criais plus fort qu'eux, puis couper le micro. Alors du coup, je devais parler encore sans micro, ils disaient que j'étais hystérique. On gagne jamais à ce jeu-là. Quand vous faites un combat debout avec un cochon, même si vous devenez très très fort au combat debout, la différence c'est que lui, il aime ça. C'est son terrain de jeu. Et donc, je pense assez instinctivement inventer mon propre terrain de jeu. C'est celui-ci. Et pour l'instant, ça a l'air original. Je suis allée à un meeting en Belgique la fois dernière pour les municipales en septembre. Et en fait, je me suis rendu compte que, alors qu'en France, je me trouve un peu originale, décalée, j'ai l'impression d'être un peu toute seule dans mon univers. Et en fait, en Belgique, tout le monde était comme moi. Donc, je pense qu'en fait, je suis un peu belge dans cette manière de faire de la politique. Et je l'assume parfaitement. Ça me ressemble. Et ça a l'air de plaire aux Français. Donc, tant mieux. On va continuer. Je ne saurais pas, en tout cas, faire autrement. Marine Tondelier, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'Indice et Politique. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. À chaque fois, on me dit que je parle trop vite, mais je fais comme je peux parce que j'ai des questions de toutes parts. Mais bien sûr, et mes confrères et consoeurs étaient là pour vous poser des questions et ça a très bien été. C'était très intéressant. Bon, Bertrand Martineau, on aurait pu vous garder un peu plus longtemps, vous auriez pu parler de transition écologique, mais bon, le temps nous est compté. Moi, je voulais parler de l'ISF climatique avec vous. Absolument, et on y reviendra. Merci pour votre fidélité à l'Indice et Politique. Bonne semaine et à lundi prochain. Merci.